6h, 9h. Sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. Nous accueillons ce matin dans cette émission le professeur Tim Chuen Moïse, qui est donc un éminent enseignant de droit. Et bonjour à toutes et à tous, à ceux qui prennent l'écoute à l'instant. Bienvenue à cette troisième partie d'émission. Et bien sûr, Sacré Matin sur Radio Balafon et sur nos plateformes digitales. Sacré Matin aujourd'hui, ce lundi, nous vous l'avons annoncé depuis hier. Nous avons l'immense privilège d'accueillir dans notre studio aujourd'hui une figure éminente du monde juridique camerounais et africain. Ses analyses aiguisées et ses prises de position sur l'actualité politique camerounaise, notamment à travers le prisme du droit constitutionnel, sont très attendues dans cette émission aujourd'hui, comme vous l'avez manifesté depuis hier. Nous allons avec lui décrypter les enjeux de notre société et explorer les profondeurs de ses recherches et partages. Restez connectés avec nous car ce matin, le débat promet d'être riche et passionnant. Professeur, merci d'être là. Bienvenue dans ce studio. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être l'un des invités, n'est-ce pas, aux côtés de mon compatriote Monsieur Hilaire Zipan, pour éclairer la lanterne des Camerounais sur un certain nombre de thématiques. Et donc, c'est un privilège. Je salue donc tous ceux qui sont sur ce panel. Je salue vos millions d'auditeurs. Je salue, n'est-ce pas, la communauté nationale et humaine dans son ensemble. Merci beaucoup d'être là. Alors, Kelly Sangones va scruter pour nous le digital pour essayer de répercuter les préoccupations des Camerounais de par le monde entier qui nous suivent. Elle est à concentrer. Alors, qui est notre invité ce matin? C'est le professeur Tim Chuen Moïse. Il est donc une sommité dans le domaine du droit. Son parcours académique est des plus impressionnants. Il est titulaire de 3 doctorats en droit, témoignant d'une expertise ou d'une soif de savoir exceptionnelle. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Tim Chuen Moïse est également distingué comme le major africain du prestigieux concours d'agrégation en droit privé, une prouesse qui consacre donc son excellence et son leadership intellectuel sur le continent africain. Actuellement, il est une voix écoutée et respectée, intervenant régulièrement sur les questions du droit constitutionnel et analysant l'actualité politique avec une rigueur et une pertinence remarquables. Ses recherches et ses partages contribuent grandement à éclairer le débat juridique et sociétal au Cameroun. Et ce matin, nous avons des préoccupations, bien sûr, vous aussi, professeur. Alors, commençons déjà par vos 3 doctorats. Alors, vos 3 doctorats en droit, sur quelles questions, sur quelles problématiques, professeur? Bien, merci. Je vais quand même rectifier ce que vous dites. J'ai rédigé 3 thèses, 3 thèses. Ah, mais pas 3 doctorats. Ah, d'accord, ça marche. J'en ai soutenu 2, oui. Mais mes 3 thèses sont bien connues. Je le dis sous le contrôle de mes collègues, notamment de l'Université de Tchang, et de mes maîtres, n'est-ce pas, qui ont suivi mon parcours. Alors, il y a une première thèse qui portait sur les procédures extra-juridictionnelles de règlement des litiges en droit camerounais. Alors, donc, c'est une réflexion que j'avais commencée depuis les années 93, c'est-à-dire au lendemain de mon DEA, sous la direction du professeur Stanislas Meloné. Ça veut dire que je devrais être le pionnier de la réflexion sur les procédures comme l'arbitrage, la conciliation, la médiation. Cette thèse a été perturbée par la nomination du professeur Stanislas Meloné comme le premier recteur de l'université de Douala. Et je le dis, paix à son âme, je m'incline devant l'illustre personnalité qu'il était. Et je crois que cette nomination n'a pas permis le suivi, n'est-ce pas, que j'étais en droit d'attendre. Et malgré le fait que cette thèse était achevée, elle n'a jamais été rendue. Et vous savez, nous sommes dans les années 96, l'informatique n'était pas autant développée qu'aujourd'hui. Et donc, quand le manuscrit ne vous est pas retourné, vous comprenez que vous êtes définitivement bloqué. Alors, devant la situation, parce que je l'avais traîné pendant 4-5 ans, alors devant la situation, j'étais obligé d'abandonner et de tenir dans la main du professeur François Anoukara, qui venait d'avoir son agrégation, donc qui venait d'accéder au magistère pour pouvoir diriger les thèses. Et c'est donc comme ça que j'engage la deuxième thèse. Et en ce moment-là, nous sommes sous le régime du double doctorat. Parce qu'en entrant dans l'enseignement supérieur, mon ambition était nécessairement d'arriver à l'agrégation. Et donc, lorsque j'engage ce deuxième doctorat avec le professeur François Anoukara, qui porte sur le droit camerounais de la famille entre son passé et son avenir. Cette thèse est disponible, elle a été soutenue à l'université de Yaoundé 2 SOA en 2020. En 2000, je voulais dire. En 2000. Et donc, je la conduis avec le professeur François Anoukara. Et donc, quand je la soutiens, les textes sur le doctorat unique étaient déjà pris. C'est les arrêtés de 99. Mais il y a une réticence. Il y a une réticence au niveau du ministère de l'enseignement supérieur
pour nous l'appliquer. Donc je soutiens en 2020, en 2000, c'est-à-dire un an après le texte qui organise le doctorat nouveau régime, mais parce qu'on tergiverse au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, j'accepte de présenter ma thèse sous l'appellation doctorat de 3e cycle. Curieusement, au lendemain de la soutenance de nos thèses qui intervient en octobre, les collègues ou bien les camarades qui soutiennent en décembre soutiennent un doctorat unique. Vous comprenez le paradoxe? Bon, j'assume. D'ailleurs, j'avais longuement échangé avec le professeur Anouka par rapport à ça. Il m'avait dit, mais il y a actuellement des pourparlers au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour commencer effectivement à mettre en œuvre le doctorat unique. Mais comme cela traînait, et puis le temps que j'avais déjà mis comme assistant, malgré les productions, parce que parallèlement à la thèse, moi j'avais des productions scientifiques multiples, je lui ai dit, à partir du moment où je peux avoir mon doctorat 3e cycle et sortir du grade d'assistant, ça ne me gêne pas de soutenir. Surtout que l'ambition étant de présenter l'agrégation, je savais qu'au lendemain de ma thèse de 3e cycle, j'allais engager le 3e doctorat qui est un doctorat d'État. Donc je soutiens en 2000, je passe chargé de cours immédiatement au regard de la production que j'avais, donc je n'ai pas traîné. Maintenant je m'inscris au doctorat d'État. Parce que en 2000, au niveau du CAMES, le doctorat 3e cycle ne permettait pas l'éligibilité au concours d'agrégation. Il fallait avoir soit un doctorat d'État, soit un doctorat nouveau régime, qui jusque-là n'était appliqué qu'en France. Donc c'est ceux qui soutiennent après nous à partir de 2000, à partir de décembre, quelques mois juste après nous, qui pouvaient donc présenter le concours d'agrégation sans avoir à présenter un nouveau doctorat. Donc vous voyez, nous avons été malchanceux. Mais allègrement, je prends donc une inscription. Cette fois-là, après avoir mis en place le système de doctorat unique, PhD, doctorat PhD, alors on donne une période transitoire de 3 ans, de 4 ans, à tous ceux qui étaient inscrits en doctorat d'État, de les soutenir. Mais vous comprenez que sortant d'une double thèse, je suis laminé au plan sanitaire. Je vis avec une tension de 7. Ma tension permanente est de 7. Donc je suis constamment fatigué et sachant donc que je ne pouvais pas tenir le délai imparti par le ministère de l'Enseignement supérieur, je dois chercher une université qui me permette de m'inscrire au doctorat d'État, mais en me laissant la latitude de profiter de tout mon temps. C'est ainsi donc que je trouve une inscription à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est donc là que je m'inscris pour mon doctorat d'État, que je conduis donc jusqu'à son terme en 2013. Et au lendemain de ça, toutes les conditions étaient réunies pour prendre part au concours d'agrégation, que j'obtiens donc 2 ans après, dans les conditions que vous avez effectivement. Donc, ce n'est pas 3 doctorats, c'est 3 thèses, mais 2 doctorats. Voilà. Même là, c'est beaucoup. Même là, c'est petit. Parce que nous, mon cher professeur, collègue. Oui, comment il veut m'énerver. Alors, peut-être parce que j'ai la parole, je préfère, ayant été dans ce studio depuis le début, alors il y a eu un certain nombre de déclarations peut-être qui suscitent de ma part quelques commentaires. Et donc, le premier, c'est la question de la bipolarité ou bien du bicéphalisme qu'il y a au PCRN. C'est une situation regrettable. Je dis regrettable dans un état de droit. Nous avons tous suivi les épisodes de ce feuilleton et nous savons que le contentieux Kona Cabral Libye a été sanctionné par une décision de justice devenue définitive. Et si nous sommes un état de droit, la règle de droit s'impose même à l'État lui-même. Je dis bien à l'État. Même à l'État. Et si le ministre n'est qu'un élément de l'État, il n'y a pas de raison que dans une république, on permette à un ministre, fût-il de l'administration territoriale, d'embarrasser une décision de justice. Parce que la justice est un des piliers, est un des pouvoirs de l'État. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. Dès lors que la justice a rendu une décision définitive sur un contentieux comme celui-là, tout le monde devrait se plier. Donc c'est une situation malheureuse que nous vivons et on doit avoir le courage de le dénoncer. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas au-dessus du chef de l'État. Le chef de l'État est soumis au droit. L'État lui-même que le chef de l'État incarne est soumis au droit. Donc c'est des situations... Donc, le droit au-dessus. Le droit est au-dessus. La règle de droit est au-dessus. Et quand on parle de la règle de droit, la première norme c'est la Constitution. Et donc la Constitution confère au pouvoir judiciaire n'est-ce pas, la mission de réguler le fonctionnement de l'État. Et on ne devrait plus, dans un État normal, vivre ce bicéphalisme. Et donc la situation que vous avez décrite d'entrée de jeu ici, elle est confortable. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait donc de l'UPC qui est fragmenté, écartelé entre décision administrative, décision de justice? Ça va dans tous les sens quand même.
le propos que je tiens est valable pour le PCRN, c'est valable également pour l'UPC, c'est valable pour le CPP, c'est valable pour tout autre parti. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas au-dessus du droit, n'est pas au-dessus de l'autorité judiciaire, il n'est qu'un élément du gouvernement et il doit apprendre à se plier aux décisions de justice, notamment lorsqu'elles sont définitives. Contre une décision de justice, il n'y a que les voies de recours. Et lorsque les voies de recours sont épuisées ou bien n'ont pas été exercées dans les délais, la décision s'impose à l'État. Et si le ministre de l'administration territoriale est un élément de l'État, ça s'impose à lui. Alors, et par rapport à la gestion de l'événement du PCRN par l'État, c'est aussi regrettable que la CRTV, qui fonctionne sur la base des impôts des contribuables, parce que la CRTV est financée par les impôts que vous et moi payons, il n'est pas normal qu'un événement de cette envergure soit ignoré par la CRTV. Dans tous les cas, ce sont des choses qui doivent choquer le citoyen ordinaire et on doit avoir le courage de le dénoncer. Et par rapport à la question du sous-préfet qui a été saisi à Ezeka, je crois que la tutelle, Hilaire l'a dit en off tout à l'heure, la tutelle des communes, c'est bien le préfet. Donc la saisine du sous-préfet par rapport à la convocation du conseil municipal n'était pas la bonne démarche. Et le préfet exerçant la tutelle sur les communes, il ne peut mettre en mouvement son pouvoir de substitution que après avoir observé, n'est-ce pas, une réticence injustifiée du maire. C'est pourquoi je crois que dans sa démarche, il a renvoyé le dossier vers le maire en lui demandant de convoquer. Parce que lorsque la majorité du conseil municipal se dégage en faveur de la tenue d'un conseil municipal, c'est le maire qui doit le faire. Et c'est après que le préfet ait constaté la réticence abusive du maire qu'il met en œuvre, n'est-ce pas, son pouvoir de substitution. Je crois que le dernier point, c'est peut-être le commentaire que Hilaire a fait tout à l'heure par rapport à la responsabilité des universitaires. Non, Hilaire, je dois vous dire, mes productions, elles sont connues. Vous tapez Tim Chouin Moïse sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez voir que ma production ne se cherche pas. Et j'ai publié, vous avez tout à l'heure parlé des collègues qui sont obligés de se mettre en marge des médias pour être promus. Je n'ai pas eu besoin de ça, parce que je publie dans les revues de classe A. Et donc, les évaluateurs de mes articles ont besoin de bien se mettre pour estimer qu'une production scientifique que je fais n'a pas de valeur. Et je vous donne un scoop. La semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, vous aurez sur la place publique l'une des productions que j'ai coordonnées. C'est le premier ouvrage sur la circulation routière dans l'espace CEMAC. C'est un ouvrage collectif. C'est pas un transporteur. Voilà, c'est un ouvrage collectif dont j'ai assuré la coordination, qui a réuni autour de moi 11 collègues sous la coordination du professeur Tim Chouin Moïse. L'ouvrage est en cours de fabrication et qui a bénéficié de l'avant-propos du ministre des Transports de la République du Cameroun, n'est-ce pas, le ministre Ngale Bibé. Voilà, vous voyez, dans une posture républicaine, n'est-ce pas, vous voyez, ayant perçu l'importance, la pertinence de cette initiative, il n'a pas hésité à nous accorder son avant-propos. Et la préface est du professeur François Anoukaha, dans sa double casquette de vice-président de la CONAC, parce que la question de la circulation routière, le terrain étant l'un des terreaux fertiles d'expression de la corruption, comprenez qu'il a été sollicité pour ça, mais aussi pour sa qualité de grand maître. Je vous l'ai dit, c'est l'un de ceux qui m'ont accompagné dans mes multiples thèses de doctorat. Alors merci d'être avec nous, professeur, ce matin. Ça promet d'être très chaud, d'être long. Alors justement, mais vous avez récemment pris position sur des questions constitutionnelles dans notre pays, le Cameroun, surtout liées... Oui, Hilaire Zipan. Mais avant, je voudrais apporter deux petites appréciations, parce que vous savez, cette émission, elle est largement suivie. Oui. Elle concourt de la pédagogie, et on peut féliciter Balafon cela. Merci. Deux choses. Première chose, professeur, pour dire que, en ce qui concerne l'UPC, également, la décision, elle est rendue au niveau définitif. Et donc, c'est Abiba, qui est la présidente de l'UPC, avec pour secrétaire général Dr Balaguin. Quand vous allez donc au niveau de la Cour suprême, voilà ceux qui sont légalement les responsables qui doivent gérer. Mais bien entendu, cette fois-là, et là, on peut décrire l'administration, il n'y a qu'à l'UPC, les gens produisent deux thèses. Un, disant que c'est le congrès de 48 qui fait la prédominance du secrétaire général sur le président, et ceux du congrès de 52 qui dit la prédominance du président sur le truc. Et là, donc, l'administration rentre pour faire. Donc, il y a quand même de l'ordre que nous, les formations politiques, devons mettre à l'intérieur pour que nous puissions avoir la force de pouvoir y agir. Et je profite de l'occasion pour dire que, devant Cyril,
qu'il y a un certain nombre de camarades qui vous ont saisi ici en estimant que c'était pas moi le responsable du parti, c'était leur droit le plus absolu. Mais en termes de droit, c'est moi qui ai tenu la première réunion du parti qui engage et donc par conséquent c'est à eux de me porter plainte et non à moi de me justifier de la plainte. Vous voyez que la démarche est juridique, je m'encadre. Je termine pour le transport. J'apprends aussi Je termine. qu'à la Cour suprême, il y a une décision de la Cour suprême qui rétablit l'UNC. Donc Coco, toi et moi on va aller chercher ce Jean comme Espagne. Oui, Jean donc, comme l'UNC. Oui. Je termine. On n'a pas su dans ce pays, il y a eu une affaire RDPC-UNC et on a tranché en faveur de l'UNC, dit-on. Termine Oui, à la Cour sur le suprême. transport. Oui, oui. Sur le transport. Donc l'UNC est un parti qui est toujours D'abord, là. professeur, quand vous avez commencé à travailler sur cette thèse-là, j'ai eu un de vos collègues qui m'a approché parce que dans le secteur du transport, parce que nous connaissons pas mal de problèmes. C'est ça. Et donc, par conséquent, nous attendons suffisamment. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure, c'est vous qui avez la pensée, que vous nous renvoyez cela. Nous allons voir comment nous allons extirper un certain nombre d'éléments pour améliorer le processus. Ce d'autant plus que la Guinée équatoriale, au regard de tous les problèmes qui se posent dans la circulation dans la zone CEMAC, menace de pouvoir nous ravir les pays qui sont enclavés tels que la Centrafrique et le Tchad. Et donc, par conséquent, nous devons nous défendre parce que le port, ne serait-ce que le port de Douala, vit pratiquement à 60% des transferts des produits en transit venant en transit qui partent pour le Tchad et pour la Centrafrique. Donc si nous perdons ces parts de marché là, c'est des pertes d'emploi, c'est des pertes de compétitivité, c'est des pertes de taux de croissance dont nous devons nous battre et dont la réflexion que vous faites, qui est la nôtre, peut être tout à fait très importante. Et en ce sens-là, le ministre est tout à fait très ouvert et nous serons, la porte va être ouverte également aux syndicats pour vous, pour que nous puissions avoir cela et afin de continuer à réfléchir pour améliorer notre pays. Exactement, donc je voulais rappeler à Abdel que je suis journaliste émérite et communicant certifié, voilà, et enseignant de communication, si vous voulez en savoir, parce qu'il y en a qui aiment souvent mélanger tout le monde. Voilà, justement, alors professeur, vous avez récemment, je l'ai dit il y a un instant, pris des positions sur des questions constitutionnelles, notamment liées à l'actualité politique au Cameroun. Alors pourriez-vous aujourd'hui nous expliquer vraiment les grands axes de vos analyses et les motivations derrière ces prises de position? Bien, merci beaucoup. Cette question, elle est très importante. Alors, dans la présentation que vous avez faite de ma personne tout à l'heure, vous avez bien rappelé que je suis privatiste. C'est-à-dire que j'ai un parcours de privatiste et qui s'est terminé avec l'agrégation en droit privé. Et justement, des collègues ont essayé de mettre en avant le fait que j'avais un profil de privatiste pour estimer que je n'avais pas la compétence nécessaire pour discuter des questions constitutionnelles ou bien des questions de droit public. Alors c'est une erreur. Parce que tout le débat qui a cours actuellement dans ce pays n'est pas un débat du niveau post-licence. C'est un débat de niveau première, deuxième année des études en droit. Tout ce débat achoppe autour des principes qui sont même étudiés avant le niveau universitaire, notamment en capacité. Vous savez que l'entrée en capacité, c'est avec le BEPC. Dans les lycées techniques, on enseigne ces principes-là. C'est quel principe? C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques qui met la Constitution au-dessus de toutes les sources du droit. Et il y a, avec son corollaire qui est le contrôle de la juridicité, n'est-ce pas, de l'action administrative, qui permet justement de contrôler que chaque acte de l'administration respecte la règle de droit à laquelle l'autorité doit se soumettre. Et parmi les mécanismes qui permettent justement de garder intacte la hiérarchie des normes juridiques, n'est-ce pas, qui met la Constitution au-dessus de la charpente, il y a le contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est les notions de niveau 1. Vous comprenez? C'est les notions de niveau 1. Et donc, quand les collègues se mettent sur leur piédestal de professeur pour estimer qu'un collègue, fût-il privatiste, ne peut pas en discuter, je dis, il n'élève pas le débat. Parce que je les mets en confrontation avec mes étudiants de niveau 1 pour discuter de ça. Un étudiant qui a été formé en niveau 1, c'est-à-dire que mène bien le débat que je mène. Parce que ce sont des principes immuables en droit. Et surtout, il y a eu la sortie très malheureuse de M. Hilaire Kamga. Je ne sais pas si on doit continuer à l'appeler docteur. Il y a toute une polémique, n'est-ce pas, autour de son pédigré académique. En tout cas, j'ai lu des publications ces jours-ci qui feraient état, je préfère parler au conditionnel, de ce qu'on n'a aucune traçabilité, n'est-ce pas, d'un doctorat qu'il aurait soutenu à Paris Dauphine, dont il s'est prévalu. Bon. Mais je dis, spécialiste des droits de l'homme, promoteur d'une ONG, connu en matière de promotion des droits de l'homme, son analyse est celle qui m'horripile le plus. Parce qu'il est censé connaître le régime des droits fondamentaux, et l'article 26 de notre Constitution ne soumet les droits fondamentaux qu'aux restrictions émanant d'une loi, entendue au sens strict, l'acte du Parlement promulgué par le chef de l'État. C'est pas Tim Chuen qui le dit, oui. C'est la Constitution qui le dit. Article 26 de la Constitution. Article 26.
je mets quiconque au défi de le découvrir et de me le dire. Et donc, je dis, par essence, un droit fondamental, parmi lesquels on situe le droit de vote, le droit de participer à la gestion de la chose publique, qui implique celui de candidater. Parce qu'en fait, le débat, c'est vrai qu'on pourra parler peut-être du droit de vote de la diaspora, qui pose également un problème avec le communiqué de M. Eric Essoussé, qui est complètement illégal et que l'on ne devrait en aucun cas respecter. On ne respecte pas un ordre qui est manifestement illégal. Donc il y a le droit de vote des citoyens, mais le cas qui fait débat par rapport à la candidature du professeur Kamto, c'est plutôt le droit de participer à la gestion de la chose publique. C'est lui qui implique le droit pour chaque citoyen de candidater. Quand un droit est connu, est rangé dans la catégorie des droits fondamentaux, par définition, par essence, il s'agit d'un droit qui est reconnu à chaque individu. Il n'y a pas de distinction. Ça veut dire que dès lors que vous êtes une personne, vous êtes éligible à ce droit-là. Et donc, c'est un droit qui devrait s'exercer de la manière la plus libre et la plus naturelle possible. Parce qu'il s'agit d'un droit fondamental qui devrait donc s'exercer naturellement, librement. La restriction devient l'exception. Et d'après notre constitution, la restriction ne devrait être que légale. Justement, on comprendra pourquoi est-ce qu'il y a des droits fondamentaux, mais il y a également que la loi encadre la participation à l'élection, autant pour être électeur ou pour être éligible. On comprendra donc où se situe donc, où est le problème qui suit justement ce débat aujourd'hui sur la loi, mais sur les droits qui sont inhérents à chaque individu, reconnus et entérinés par la Constitution. Sacré matin. Bon bagaille.